Bonjour, bienvenue dans 101%, je suis très heureux de vous retrouver. Aujourd'hui, au sommaire, nous aurons une critique de jeu sur Xbox 360 et PC, c'est Grémateur. Nous aurons ensuite Mon Souvenir, puis Temps Perdu, ou l'inverse, je m'excuse, c'est tout à fait l'inverse. Et enfin, Retro & Magic, une partie 1 sur 2 sur les canards de Disney. Et tout de suite, les news. Nous avons enfin une date de sortie pour Inazuma 11, la simulation de foot des talentueuses équipes de Level 5. Alors que la série en est déjà à sa version ogre du 3e épisode au Japon, les Français, eux, s'apprêtent à découvrir le tout premier volet sur DS. Ici, vous incarnerez Mark Evans, gardien de but hors pair et capitaine de l'école Raymond, qui devra réunir la crème des joueurs de foot afin de gagner le grand tournoi du football Frontier. En termes d'expérience de jeu, Inazuma 11 propose aussi bien de la stratégie que des phases basées sur les réflexes et l'anticipation, le tout étant bien évidemment jouable au stylet. L'aspect RPG vous permettra également de personnaliser vos joueurs et de les faire évoluer au cours des matchs officiels et autres défis que l'on vous proposera. Inazuma 11 devrait sortir le 28 janvier prochain en France et fera très certainement l'objet d'une critique dans un EXP prochain. Tecmo Koei Europe vient d'annoncer une date de sortie pour Dynasty Warriors 7, ou Shin Sangoku Musou 6 au Japon. Le beat'em all puisant son background dans le célèbre roman historique chinois L'Histoire des Trois Royaumes débarquera donc le 25 mars prochain, avec ses dizaines de personnages aux attaques surpuissantes et son mode conquête qui devrait comporter de la coop online et offline. Le jeu bénéficiera d'autres features intéressantes, comme les combos aériens ou encore la possibilité de manier 2 armes en même temps. Si visuellement l'ensemble a l'air de tenir la route, on espère que la dimension tactique du titre ne sera pas trop en retrait par rapport au reste. C'est bien connu, on pense souvent à son premier amour. Mario, lui, franchit le pas et se remet avec Pauline. Sauf que Donkey Kong a trouvé un moyen de s'extraire du récent Country Returns pour kidnapper la dulcinée du moustachu. Mais l'Italien en salopette n'est pas seul, une armée de mini-Mario est à son service. Il vous faudra donc les guider à travers plus de 200 niveaux, sous forme de puzzle en temps réel à une difficulté près. À l'instar des Lemmings, une fois en mouvement, ces automates miniaturisés ne s'arrêtent plus. Vous allez ainsi devoir parcourir le parc d'attractions inauguré par Mario avec au menu de la tasse à café, de la maison hantée ou encore de la cave aux pirates. Pagaia Miniland proposera de nouveaux objets pour diversifier les possibles stratégies, comme des canons mobiles, des tapis roulants, des conduits ou des échelles. Depuis New Super Mario Bros, la mode semble être à l'aide illustrée. En cas de panique, une option mini-guide vous montrera comment passer un niveau trop ardu et continuer votre progression. Libre à vous bien entendu de l'utiliser ou non. Dans un souci de bienveillance à l'égard du joueur, une carte est désormais disponible sur l'écran supérieur de la DS, vous indiquant la position des ennemis, obstacles et des minis. Parmi les grandes nouveautés, on remarque la présence d'un créateur de niveau. Nintendo promet également des concours en ligne où les vainqueurs seront élus par les autres joueurs. Pourtant, depuis le premier épisode sur GBA, la série se diversifie peu, réchauffant les mêmes mécaniques. Est-ce que ce pagaille à Miniland saura pimenter la franchise ou aura-t-on affaire à une version 1.3 ? Réponse le 4 février sur Nintendo DS. Une petite news pour terminer, l'annonce de l'arrivée en 2011 d'une version HD de Beyond Good and Evil. Le jeu sera disponible en téléchargement sur PS3 et Xbox 360 et donnera à la jeunesse l'occasion de vivre ou revivre les aventures de Jade. Nice! Je suis super content parce qu'aujourd'hui, ça faisait bien longtemps qu'on n'avait pas parlé de montage et aujourd'hui, on va en parler et on va parler de l'effet Kuleshov, c'est un russe du XXe siècle. Alors en gros, sa théorie, son effet, c'est de prendre un acteur, de lui donner le visage le plus neutre possible et en fonction du plan avant et après, cette neutralité va se transformer en émotion pour le téléspectateur. Et ça, c'est plutôt chouette. Et pour vérifier cet effet, pour voir s'il fonctionne vraiment, j'appelle Monsieur Seb. Et je vais même demander à Alex de faire un gros plan sur Seb. Et Seb, que je salue. Bonjour Seb, ça va bien Seb? Ça va bien? Mais ça va bien.
Le gros plan est-il fait? Oui. Il est fait. Seb, tu penses à rien, c'est la neutralité la plus totale. C'est le vide, c'est l'univers. Et j'aime bien Seb parce qu'il fait bien le vide. Alors pour le coup, on va regarder la critique de jeu. Merci Seb. Center for Cognitive Abnormality Research? And this seemed like such a good idea last night. Les fans d'aventure attendaient beaucoup de Grey Matter, surtout en considérant qu'il s'agissait du grand retour de la créatrice de la série Gabrielle Knight. Mais Grey Matter s'est avéré être au point and click ce que Duke Nukem Forever est au FPS. D'accord, peut-être pas à ce point-là, mais le jeu de Jane Jensen, annoncé en 2003, aura quand même mis 7 longues années avant d'enfin voir le jour. Entre-temps, le jeu sera passé des mains d'un studio de développement hongrois à celle de Wizardbox, studio français qui s'est récemment fait un nom dans le petit monde du jeu d'aventure, avec le sympathique Saut Blonde. Maintenant que le jeu est sorti, il est temps de résoudre sa plus grande énigme. Grey Matter est-il à la hauteur des attentes des joueurs? Hi, it's a good day for the sun thing. Oh, a diversion. Thank God. Parfois, le destin tient à peu de choses. Pour Samantha Everett par exemple, il aura suffi de se perdre sur une petite route de campagne anglaise pendant une nuit d'orage. Cette jeune magicienne américaine cherchait seulement à se rendre à Londres pour rencontrer les membres du Daedalus Club, un club privé regroupant la crème des prestidigitateurs du monde entier. La voilà qui se retrouve trempée comme une soupe et sans un sous-vaillant dans la région d'Oxford. Samantha, qui ressemble un peu à Abby de la série NCIS au passage, trouve refuge dans un manoir situé non loin de là et appartenant au mystérieux docteur David Styles, un neurochirurgien acariâtre. Il se trouve que le Dr Styles cherche un assistant, position restée vacante en raison de sa réputation de savant fou, sans parler de son caractère difficile. Samantha, qui en plus d'être débrouillarde, n'est pas facilement impressionnable, parvient à se faire engager. Pendant ce temps, des événements étranges commencent à survenir autour d'Oxford et de ses célèbres universités. S'agit-il de phénomènes surnaturels ou y a-t-il une explication scientifique? Sam et David, la magicienne et le scientifique, se trouvent être le duo parfait de compétences et de caractère pour résoudre ce mystère. Le gameplay de Grey Matter est celui d'un point and click classique. Tout se joue à la souris, on clique avec le bouton gauche pour se déplacer et pour interagir, tandis que le bouton droit sert à placer un objet de l'inventaire dans la main de Sam afin de pouvoir l'utiliser sur un élément interactif. There you go. The hard stuff. Don't overdo it now. Comme tout bon jeu d'aventure, Grey Matter comporte une quantité de documents à lire et de personnages avec qui discuter. Grey Matter se démarque de ses concurrents par deux particularités. La première, ce sont les énigmes laissées par le Daedalus Club, qui rappellent un peu les énigmes du Serpent Rouge de Gabrielle Knight 3, en moins tordu toutefois. Ces énigmes ont un petit goût de chasse au trésor fort agréable. La seconde particularité de Grey Matter, ce sont les talents de Sam pour la prestidigitation. Régulièrement, la jeune illusionniste devra utiliser ses talents pour arriver à ses fins. Le joueur devra donc choisir le tour le plus adapté dans le livre de magie de Sam et reproduire les différentes étapes à l'aide d'une interface dédiée. That phone is about to ring. I can feel it. Uh-oh. There you are. I was just going to see if you was awake. Oh, hi. Grey Matter est un jeu complexe à juger. Tout d'abord, il faut noter que visuellement, il n'a rien d'extraordinaire. Les décors sont jolis et la modélisation des personnages soignée, mais les animations sont raides et statiques. Les scènes cinématiques se présentent sous forme d'animatique 2D, parfois bien dessinées, parfois moins. Bref, d'un point de vue purement technique, on est dans la moyenne des point and click. Certes, ce n'est pas le genre de jeu qui nécessite des graphismes hors du commun, mais difficile de ne pas trouver Grey Matter un peu vieillot. Les 7 années de développement se font clairement sentir. Au niveau du game design, le jeu tient bien la route malgré quelques passages pas toujours très logiques ou un peu confus, et quelques énigmes qui laissent le joueur un rien dubitatif. Mais soyons honnêtes, rares sont les point and click à ne pas avoir ce genre de passage. Cela étant dit, il nous faut maintenant parler de ce qui rend Grey Matter absolument brillant, son histoire. On reconnaît bien dans Grey Matter la patte inimitable de Jane Jensen, celle qui avait fait des Gabrielle Knight une série culte. Mélangeant théories occultes et pseudosciences au sein d'un scénario reposant sur une documentation historique minutieuse, Jensen a concocté une intrigue particulièrement captivante. Comme dans Gabrielle Knight, l'histoire est divertissante et on a le sentiment d'apprendre plein de choses sur des domaines auxquels on ne se serait normalement jamais intéressé. Le choix de la ville d'Oxford, avec ses universités et ses collèges, est également très habile en raison de l'histoire très riche du lieu et des multiples symboles qui y sont associés.
Jen Jensen aime ce genre d'endroit, et les aventuriers ludiques également. Une grande part du charme du jeu repose évidemment sur son duo de héros, qui bien entendu n'est pas sans rappeler la dynamique qui existait entre Gabriel et Grace dans Gabriel Knight. Les dialogues sont drôles et incisifs, les personnages ont du caractère, cachent des blessures secrètes et au final tous sont attachants, même si parfois le doublage, pourtant en version originale, n'est pas exceptionnel. Bien qu'il n'arrive pas à s'imposer immédiatement comme la nouvelle référence du genre, Grey Matter ne s'en sort pas trop mal malgré son développement chaotique. Si on se laisse perdre dans les dédales de son histoire, il est facile d'oublier ses défauts au profit de son histoire redoutable. Le jeu de Wizard Box et Jen Jensen remplit son contrat, mais surtout pose des bases très solides pour une éventuelle suite. Grey Matter parvient à renouveler l'impatience, cette fois-ci à l'idée de nouvelles aventures pour Samantha Everett et le Dr Styles, ce qui en soi n'est pas un mince exploit. In your mind, open your eyes and begin, very slowly at first, very easily, to run. L'effet Kuleshov, c'est pas vraiment du montage. Et je me suis encore trompé, ce serait plutôt en fait une expression du pouvoir du montage, mais ouais, carrément. Alors, en gros, Monsieur Kuleshov, avec son esprit complètement taré, ouais, c'est clair. Donc, le visage neutre de l'acteur, il s'est dit, tiens, je vais l'associer en fait, à un plat, avec un plat super appétissant. Et comme ça, je vais faire croire aux téléspectateurs que mon visage neutre, mon acteur avec son visage neutre, en fait, il a trop faim et veut le dévorer. Alors moi j'ai envie qu'on le vérifie donc avec Seb, et on va prendre la galette des rois de Han de Dragon Quest, et on va bien voir si notre ami Seb a bien faim. Eh ben j'ai envie de dire que ça marche carrément. Ah, le Seb avec ses yeux là, qui pétillaient d'envie, avec sa bave aux lèvres. Ah, et dire que c'est un truc qui date du XXe siècle, c'est quand même beau les inventions. On va regarder mon souvenir, et ouais, faut vous habituer, c'est plus du tout le jeudi, c'est le mardi. Et oui, messieurs, dames, alors bon souvenir. It's a toss-up either between playing the original Half-Life and playing through that whole experience and really getting that creepy vibe. It was very kind of adrenaline rush, or even more so getting to college, and I'm dating myself a little bit, getting to college and the first Unreal came out and playing through that kind of first 3D experience. Because before I didn't have access to that type of machine, you know, graphics accelerated hardware, and having this whole world out in front of me was really epic, right? You come out of that crashed spaceship, you hang a right, and you see the giant waterfall coming down, and it was just one of those moments. Yeah, well, coming out of the ship, you know, with the shaking lights, and you come out, and now you're this rich, vibrant world out in front of you, and you're like, holy heck, this is awesome. It's really an experience. That was the first time I ever had that experience. Bon, reprenons nos petites expériences sur Monsieur Kuleshov. Alors Monsieur Kuleshov, pour son deuxième essai, sa deuxième expérience, pour montrer qu'avec un visage neutre, on pouvait exprimer une multitude d'expressions, il a pris la mort, donc la tristesse, le cadavre. Donc son acteur neutre regardait un cadavre. Nous, on fait pas trop ça à nos lives parce que bon, on a beau être glauque de temps en temps, mais on va pas faire ça comme ça. Donc il faut qu'on trouve un truc où Seb serait vraiment triste en le voyant. Ah, et Seb, il exprime super bien la tristesse, c'est clair. En même temps, forcément, fallait penser aux abonnements. Et vu les courbes, qui n'aurait pas l'arme à l'œil, je crois qu'on n'a pas besoin de l'effet Kuleshov pour ça. Bon, temps perdu. Bonjour. Ah, Noël, les fêtes de fin d'année, tout ça. Mais alors que faire durant vos heures supplémentaires? Bienvenue dans Temps perdu.
Eh oui, il y a quelques jours, c'était enfin Noël. Et cette fois encore, vous m'avez gâté. Vous m'avez couvert de cadeaux en tout genre, de liens plus beaux les uns que les autres. Et donc je sens bien qu'il est temps pour moi d'ouvrir les réjouissances d'une nouvelle spéciale, Jeu des amis. Commençons donc tout de suite avec The Two Lock, proposé par la fantastique, que dis-je, la sensationnelle Anne Ferrero. Ah, alors, il y a des gens mal intentionnés qui veulent forcer les portes d'un immeuble. On les appellera pour plus de compréhension des voleurs. Mais heureusement, vous êtes là, armé de votre souris à l'aide de laquelle vous pouvez renforcer la sécurité de chaque porte en posant une seconde serrure. Et oui, c'est ça la technologie. Alors c'est chaud, très chaud, et c'est avec beaucoup de difficultés que je réussis parfois à atteindre le 4e niveau. Mais bon, c'est fun, bien nerveux et donc indispensable. Merci Anne. Arwen Hyder, quant à lui, ou elle, nous propose de nous envoler vers d'autres cieux avec Fly Guy. Dans Fly Guy, vous incarnez le gentil monsieur, là, apparemment un salaryman qui n'a pas super envie d'aller au boulot. Du coup, et comme il est un peu trop fort le monsieur, il s'envole. Là, dans les airs, il croisera d'autres personnes ou d'autres trucs avec lesquels il pourra interagir. Certains, pas cool pour un sou, le renverront direct au sol. Mais dans une large majorité, ils ne lui feront qu'une petite blagounette. Alors oui, on peut atteindre la fin en quelques secondes, mais le but ici, c'est de découvrir ce qu'on peut y faire. Un petit intermède sympathique en quelque sorte. Merci Arwen Hyder. Rednal Guy, lui, est un professionnel. Quand il s'agit de perdre son temps, il ne se contente pas de trouver des jeux. Il les fait. Et même avec son compère Kev Troll, il les fait depuis plusieurs mois déjà. Les forumers no-lifiens l'ont sans doute déjà vu passer, et lui-même en a parlé en exclusivité en septembre, mais comme je suis incompétent, je n'en avais pas partagé avec vous la primeur. Honte sur moi, car sachez, chers amis téléspectateurs, que le Quacouquet est une bombe chronophage qui devrait contaminer l'ensemble de la population geek. Le concept est très simple, vous devez retrouver en un minimum de temps les jeux qui s'affichent à l'écran. En ce qui me concerne, et comme je suis un peu nul, faut bien l'avouer, je joue principalement en facile dans le survival mode. Mais sachez qu'en mode normal, les images s'afficheront progressivement et qu'en mode expert, les titres ne seront pas intégralement indiqués. À essayer en urgence, et donc, merci Rednal Guy. Je suis nul en jardinage. Mes plantes vertes ne tiennent généralement pas plus de 3 mois chez moi. Pourtant, un de mes vieux rêves, c'est d'avoir un jardin, un potager et de bonsaï. C'est peut-être pour cela que Madame la Bonne Fée nous a proposé récemment d'aller occuper notre temps pas libre sur Jardin Magique. Et vous n'allez pas le croire, dans Jardin Magique, il faut s'occuper de son jardin. On commence par mettre de l'herbe, puis de l'eau, on plante des glaïeuls et hop, un papillon qui apparaît, et cette cochonnerie commence à bouffer vos fleurs. Mais bon, attirer un maximum d'animaux fait aussi partie du jeu. Donc, on soigne sa plante et on continue. On agrandit son jardin, on plante des carottes pour faire venir des lapins. Après, on plante d'autres trucs, on nettoie son jardin avec son râteau, on arrose avec son arrosoir. Et ça continue encore et encore et encore, et oui, merci Madame la Bonne Fée. Avant que tout le monde ne s'extasie devant le superbe, l'extraordinaire, l'incroyable Super Meat Boy, eh bien il existait déjà Meat Boy, des talentueux Edmund Macmillan et Jonathan McEntee. Et ça, Ganon Benji le savait, lui. Car on la lui fait pas à lui. Lui il sait. Et il savait déjà que Meat Boy, c'est de la plateforme 2D de toute beauté et tout en difficulté. Il savait qu'il y avait une grosse communauté de joueurs et que l'on pouvait trouver un Macpack jouable fait par les fans pour les fans. Et il savait que j'aurais déjà dû en parler 20 fois depuis des mois, mais que bêtement, je me réfugiais derrière la lâche attitude consistant à dire que Meat Boy, il laisse des traces de liquide rouge et que donc il serait plus à sa place dans un 18+. Oui, il savait que l'herbe est verte, que le poisson n'est pas forcément rouge et que l'économe est là-bas, dans le tiroir de gauche. Mais bon, on se comprend. Merci Ganon Benji. La retraite n'étant plus bien loin pour moi, j'ai conscience que mon cerveau rabougri a fort besoin d'entraînement. Heureusement, Cartman82 pense à moi et me propose d'aller exciter mes neurones dans Epsilon. Là, il est question de particules, de portails, de remonter le temps, de gravité, de portal aussi. Parce que oui, quand même, ça y fait grave penser. Et penser, le mot juste, puisqu'ici, il faut se creuser la tête, réfléchir, et trouver comment faire en sorte de récupérer ces électrons qui traînent pour ensuite atteindre la sortie. Et donc ainsi, j'ai presque l'impression d'avoir récupéré mon cerveau d'il y a 20 ans. Merci Cartman82. Luxuriant, lui, aime la musique pop et rock, courir, éviter les gonzesses parce que bon... Et sauter parce que quand on court dans un jeu, souvent, on saute aussi. Donc du coup, quand il me propose Kiddy Pop Rock, c'est un peu pour faire tout ça à la fois. Vous voyez le gentil guitariste là ? Eh ben, il court,
il évite les gonzesses, etc., etc., etc. Reconnaissons tout de même que tout ça est un peu court, mais c'est gentiment fun, alors pourquoi se priver? Merci le curieux. Mais bon, Ganon Benji, l'ai-je déjà dit, il est fort. Du coup, il me propose plein de jeux. Et comme il est un peu vénère, il me dit qu'aller jeter des cailloux à la tête des gens, c'est super. Et on n'a pas que des cailloux à lancer. Non, il y a aussi des enclumes, puis un peu plus loin, des flèches, et même tant qu'à faire, en économisant un peu, on peut avoir un flingue. Alors, autant vous dire que les vilains d'en face, ils vont pas faire les malins bien longtemps. Alors, faut pas venir nous chercher dans notre base à nous qu'on aime bien, ok? Non mais... Et merci à Ganon Benji, encore. Qu'un œil n'est peut-être pas qu'un œil, mais en tout cas, il a 2 mains pour pouvoir jouer à Manifold. Dans Manifold donc, vous êtes une fourmi. Enfin, je crois. Et vous pouvez balancer des grenades gravitationnelles. Lorsque ces dernières explosent, elles vous permettent de flotter ou rebondir dans la direction que vous aurez donnée à votre souris. Ainsi, vous allez pouvoir éviter les pièges qui ne manqueront pas de vous barrer le chemin vers probablement la liberté. Mignon, bien fait, bien. Et merci à qu'un œil. Hystérie, lui ou elle, on sait pas, est gentil. Gentil parce que le jeu qu'il me propose est bien, tellement bien qu'il en parle mieux que moi. Donc, je cite. C'est simple, la démo du jeu est peut-être très courte, environ 5 tableaux, mais j'ai jamais été aussi hypnotisé par un point and click. L'imaginaire est superbe et le tout est hyper bien réalisé. De même que malgré la rapidité à laquelle on finit la démo, on peut repasser dans chaque pièce pour tout toucher, tout essayer, rester accroché pendant un long moment encore. Et ça, c'est vraiment gentil. Parce que pour une fois, dans les jeux des amis, on me dit vraiment ce qu'on pense. Et du coup, je gagne du temps. Et ça, vous savez que c'est important, car vous avez bien conscience qu'il ne faut surtout pas oublier que... Pour gagner plus, jouer plus. Et merci à Hystérie. La dernière blague, qui est pas la plus mauvaise de Monsieur Kuleshov, c'est il voulait que son acteur, donc son homme sans expression, exprime le désir sexuel. Donc pour ça, il avait mis une femme nue. Alors nous, on est des deux lives, donc on n'est pas forcément le plus au point, même si on aime ça, pour ce genre de choses. Donc on n'a qu'à mettre Seb devant un robot, je pense que ça va fonctionner en fait. Ah ouais, mais on n'a pas mis n'importe quel robot, attention, on a choisi un robot de Gunbuster, hein. Et ça lui a fait pétiller son petit œil bien lubrique, là, bien pervers, c'était bien drôle ça. Pas sûr que ça aurait marché avec Macross. Quoique, ça ressemble un peu, hein. Je sais pas, faudrait qu'on fasse une expérience sur tous les robots en fait. Bon, regardons Retro and Magic. La saison précédente s'étant achevée par une chasse au lapin, il était naturel de commencer cette nouvelle saison de Retro and Magic par une chasse au canard. En l'occurrence, nous allons parler des jeux vidéo mettant en scène Donald Duck, le canard râleur des studios Disney. On avait déjà parlé de Quackshot il y a quelques saisons, mais Donald a vécu bien d'autres aventures vidéoludiques. Tandis que Donald se prend pour Indiana Jones sur Mega Drive, Sega lui concocte une aventure inédite sur ses consoles 8 bits, The Lucky Dime Caper. L'aventure commence alors que l'oncle Picsou offre une pièce de 10 cents à chacun de ses petits-neveux, Riri, Fifi et Loulou. Il compare ses pièces à son propre sous-fétiche, la toute première pièce qu'il a gagnée. La sorcière mystique qui convoite le sous-fétiche, l'ingrédient final de la potion qui la rendra toute puissante, enlève les neveux et profite de la confusion pour voler le fameux sous-fétiche. C'est donc Donald qui va devoir retrouver les enfants ainsi que le sous-volé. Comme dans Quackshot, le joueur peut accomplir les niveaux dans l'ordre de son choix en sélectionnant sur la carte du monde la prochaine étape. Donald peut vaincre les ennemis en leur sautant sur la tête ou en leur assénant un bon coup de marteau. Toutefois, s'il est touché par un ennemi, il perd son marteau et devra attendre de le retrouver dans un bonus. A noter que dans la version Game Gear, Donald ne perd pas son marteau une fois touché. Cela mérite d'être précisé. Le jeu impressionne pour sa qualité graphique et notamment les animations très fluides des personnages. Les décors sont détaillés et les couleurs vives et chatoyantes. Bref, le jeu ne fait pas honte aux 8 bits de Sega et est même l'un des meilleurs titres disponibles sur ces consoles.
Sega donne une suite aux aventures de Donald sur 8 bits en 1993 avec Deep Duck Trouble. Encore une fois, Donald doit porter secours à l'oncle Picsou. Celui-ci a trouvé une amulette sur une île perdue sans se douter que l'amulette portait en elle une malédiction. Devenu un bibendum volant, Picsou demande à Donald de rapporter l'amulette maudite sur l'île afin de briser le mauvais sort. Encore une fois, on a affaire à un jeu de plateforme de fort belle facture et très réussi visuellement. La structure du jeu est dans la lignée des précédents jeux Sega mettant en scène Donald, eux-mêmes très inspirés de la série DuckTales de Capcom, dont on aura l'occasion de reparler. Le jeu rappelle également Castle of Illusion, un gage de qualité tant le jeu de Mickey Mouse fait figure de classique. Donald revient, sur console 16 bits cette fois-ci, en 1995 dans une aventure étrange, Moe Mallard in Cold Shadow. Il n'y apparaît pas en tant que Donald Duck, mais comme un acteur qui interpréterait un personnage. Ce personnage, c'est Moe Mallard, un détective privé qui enquête sur le vol de Shaboom Shaboom, une idole vaudou dérobée par un sorcier maléfique. Se déroulant à Hawaï, l'aventure oppose Moe Mallard, à diverses menaces surnaturelles, comme des zombies et des spectres. Mais surtout, Mallard peut se métamorphoser en son alter ego, le ninja Cold Shadow. Des ninjas vaudous à Hawaï, autant dire que ce jeu propose une ambiance unique. Dans la tradition des jeux vidéo Disney, Moe Mallard est une réussite graphique incontestable. Les décors sont riches, les effets de lumière sont très soignés, et le jeu faisait son petit effet même s'il est passé un peu inaperçu face au raz-de-marée Donkey Kong Country, sorti à la même époque. Le jeu était également assez difficile, avec une maniabilité pas toujours évidente et des phases de plateforme un peu délicates. Le joueur pouvait basculer à loisir entre le détective et le ninja, chacun ayant son utilité pour franchir certains passages. A noter que la musique du jeu, l'un de ses gros points forts, était signée Michael Giacchino. Ce compositeur, déjà à l'origine de la bande-son de Mickey Mania, réalisera par la suite les bandes-sons de jeux comme Medal of Honor et Call of Duty, de plusieurs films Pixar comme Ratatouille, Les Indestructibles et Lao, et mettra également en musique les films et séries de J.J. Abrams comme Lost, Alias ou encore le récent film Star Trek. Au Japon, Donald connaîtra une aventure supplémentaire sur Super Nintendo. Développé par Epoch, Donald no Mao no Boshi, ou le chapeau magique de Donald dans la langue de Molière, est un jeu plein de surprises. Cette fois-ci, Donald souhaite offrir à Daisy le chapeau qui fait rêver la canne de ses pensées. Pour réunir l'argent nécessaire, le canard au béret de marin doit accomplir divers petits boulots, comme livrer le courrier ou laver des carreaux. Jusque-là, on pourrait se croire dans un titre dans la lignée de Donald's Playground sur ordinateur, proposant une succession de mini-jeux. Que nenni! En effet, dès que la somme nécessaire est réunie, Donald se retrouve propulsé dans un monde magique et le jeu adopte dès lors un gameplay plateforme plus classique. L'univers du jeu n'est pas sans rappeler les Magical Quest de Capcom. Il faut attendre l'an 2000 pour que Donald revienne sur le devant de la scène vidéoludique dans une aventure développée cette fois-ci par Ubisoft. Connu aux États-Unis sous le titre Going Quakers et en Europe sous le nom Quack Attack, ce Donald en 3D sortira sur absolument toutes les consoles de l'époque, excepté sur Xbox. Les images que vous voyez dans cette émission proviennent quant à elles de la version sortie sur PlayStation. Quack Attack reprend le moteur de Rayman 2, mais le gameplay lorgne quant à lui du côté de Crash Bandicoot. Le jeu se destine principalement aux jeunes joueurs. L'ambiance est bon enfant, les décors colorés et la difficulté globalement peu élevée. Cette nouvelle aventure commence alors que Donald et son horripilant cousin Gontran Bonheur sont en train de regarder la télévision où est diffusé le dernier reportage de Daisy. Daisy est parvenue à trouver le repère du terrible sorcier Merlock, dont les fans de l'univers Disney se souviennent pour son rôle dans le film de la bande à Picsou. Pas de chance, Merlock capture Daisy. Gontran décide de sauver Daisy afin de gagner ses faveurs. Donald va devoir rattraper son cousin afin de sauver Daisy le premier. Sur sa route, il devra affronter les alliés de Merlock, dont font évidemment partie Mystique et les Raptous. Le jeu est également marqué pour sa bande-son très entraînante, tour à tour guillerette ou inquiétante selon les niveaux. Ubisoft réalisera également une version de Quack Attack sur portable, baptisée tout simplement Donald Duck sur Game Boy Color, et Donald Duck Advance sur Game Boy Advance bien entendu. Les deux versions sont très soignées et proposent un gameplay et une ambiance rappelant le premier Rayman en 2D, avec des stages variés reprenant les environnements traversés dans la version 3D du jeu.
Ainsi s'achève ce Retro & Magic consacré aux aventures de Donald. Mais il existe d'autres canards Disney qui mériteraient une émission. C'est pourquoi le prochain épisode de Retro & Magic sera consacré au jeu adapté de la seule et unique Bande à Picsou. Ah mais moi je me suis bien amusé avec l'effet Kuleshov quand même. Parce que normalement c'est un truc qu'on apprend dans toutes les écoles de cinéma. Enfin bref. Et j'ai envie qu'on aille plus loin, on va l'appeler ça l'effet Kuleshov 2. On va confronter Seb contre Seb. Avec la même expression. Et je suis sûr qu'avec un peu d'imagination ou pas, il y en aura un qui aura l'air beaucoup plus méchant que l'autre. Allez, je vous dis à bientôt.